Narcisse en fait vit une vraie transformation et une transition d'un passage d'homme vers la fleur narcisse. Et en fait cette transition-là, on la vit aussi aujourd'hui à notre époque, où on est assez partagé entre deux ères. Donc on était dans l'ère du poisson, un peu plus individualiste, et on passe vers l'ère du Verseau, qui est une volonté de changement, un peu plus de communauté, de collectif. On est dans cette transition-là et on voit qu'on est assez bouleversé de plusieurs crises. Voilà pourquoi Narcisse est finalement le parallèle avec le vin. Tous deux, que ce soit le raisin ou Narcisse, la personne, meurent à eux-mêmes pour devenir plus beaux que ce qu'ils n'étaient. C'est-à-dire Narcisse, la fleur, plus sublime, et le raisin va devenir le vin plus lumineux et encore plus complexe. Le mythe que je vais vous présenter reste d'honneur, c'est-à-dire que la société est toujours à l'image en fait de ce mythe. Vous vous attendez peut-être à un mythe que tout le monde connaît, ou du moins un dieu qui est relié au vin, Dionysos ou Bacchus, si elle connaissent, Dionysos en grec et Bacchus pour les Romains. Mais non, ce ne sera pas ce mythe-là que je vais vous faire découvrir ce soir. C'en est un autre. Et justement, c'est le mythe de Narcisse. De Narcisse qui est une transformation. Pourquoi Narcisse? Pour vous donner une ligne globale, donc je pense que beaucoup de gens le connaissent sous le terme de narcissique. Donc Narcisse en fait vit une vraie transformation et une transition d'un passage d'homme vers la fleur narcisse. Et en fait cette transition-là, on la vit aussi aujourd'hui à notre époque, où on est assez partagé entre deux ères. Donc on était dans l'ère du poisson, un peu plus individualiste, et on passe vers l'ère du Verseau, qui est une volonté de changement, un peu plus de communauté, de collectif. On est dans cette transition-là et on voit qu'on est assez bouleversé de plusieurs crises. Pas seulement les crises économiques, enfin les crises écologiques, mais on peut même faire le lien avec le vin, où il y a des vraies crises aussi dans le vin. Et une crise assez profonde pour ces années-là. Voilà pourquoi Narcisse est finalement le parallèle avec le vin. On y vient, parce que tous deux, que ce soit le raisin ou Narcisse, la personne, meurent à eux-mêmes pour devenir plus beaux que ce qu'ils n'étaient. C'est-à-dire Narcisse, la fleur, plus sublime, et le raisin va devenir le vin plus lumineux et encore plus complexe. C'est un peu la ligne directrice de toute la conférence qui va suivre. Est-ce que tout le monde connaît le mythe de Narcisse, mais dans ses détails, avec les personnages, ce qui intervient... Non, pas ça, c'était quoi des gants. Est-ce que vous le connaissez sous le mot narcissique? Qui ne connaît pas le mot narcissique? Peu. Je pense que c'est de mode, de tendance. Donc c'est la base. Donc moi, je vais décortiquer vraiment ce mythe et j'aimerais en fait vous changer de regard sur ce mythe-là et apporter une autre version du mythe beaucoup plus profonde et un peu plus belle, qui est un peu plus, disons, à l'origine des textes. Donc ce mythe, pour commencer, l'histoire du mythe, il vient d'un récit. Ce sont des extraits des Métamorphoses d'Ovide. Donc c'est des centaines de poèmes et là c'est un court extrait qui débute en l'an 1. Donc ça date. Narcisse, c'est un passage entre une naissance, un chemin initiatique et une mort. Sa naissance se fait entre la nymphe Liriopée et le dieu fleuve Céphise. Vous me donnez un peu les noms. Sauf que le dieu fleuve Céphise a enlacé la nymphe dans ses eaux et l'a violée. Ça a été une relation assez violente et agressive. Et Narcisse est né de cette union. Dès que Narcisse est né, sa mère est allée voir le devin, donc Tirésias, un devin aveugle, qui va prôner cette prédiction suivante, qui est « Il atteindra la vieillesse que s'il ne se connaît pas ». Donc voilà tout le cheminement, et on va aboutir finalement à sa mort, mais il va se connaître. Pendant son adolescence, donc vers 15-16 ans, Narcisse, c'est l'adolescent, le garçon séducteur, le bel homme, un peu imbu de sa personne, qui plaît de par sa beauté extérieure, tant aux femmes qu'aux hommes d'ailleurs, mais qui ne plaît pas forcément par sa beauté intérieure. Un jeune homme assez orgueilleux. Et c'est aussi un grand chasseur. C'est au cours justement d'une de ces chasses qu'il va rencontrer
un des premiers personnages du mythe qui est Écho. L'écho, donc la résonante. Sauf qu'au moment Écho de vouloir enlacer et tomber amoureux finalement de Narcisse, Narcisse la rejette. Il ne veut pas de cet amour et donc Écho se cache dans la forêt et ne reste plus qu'un son invisible. Ce fameux Écho, vous connaissez. Un deuxième personnage que Narcisse va rencontrer au cours de son périple, c'est un homme amoureux, un prétendant qui s'appelle Abénias. Ce prétendant est épris d'amour par Narcisse, mais Narcisse ne veut pas de cet amour non plus. Et Abénias lui dit, puisse-t-il tomber amoureux lui-même et ne pas posséder l'être aimé. Ces vœux vont peut-être petit à petit être réalisés. Pendant encore une chasse, Narcisse, assoiffé, va essayer de s'abreuver et de se ressourcer près d'une source où il voit son reflet, son image. Donc là, on commence à voir le mythe qu'on connaît. Narcisse tombe amoureux de son image, sur cette eau profonde, et meurt. Il dit, cet être que j'aime, je voudrais qu'il ait vécu plus longtemps. Maintenant, unis à deux par le cœur, nous mourrons d'un seul souffle. Donc là, on voit que finalement, la prédiction du devin commence à se réaliser. C'est au moment de sa mort où les naïades, donc ce sont des nymphes des fleuves et des rivières, et les dryades, les nymphes de la forêt des saints, préparent le bûcher et vont aller recueillir le corps de Narcisse. Sauf qu'ils ne trouvent qu'une fleur au cœur couleur safran et aux pétales blancs, la fameuse Narcisse. Voici comment se termine le mythe. On est donc dans une vraie métamorphose, une vraie transformation. Pour le vin, le raisin qui passe au vin, il en est de même. Est-ce que tout le monde est familier un peu avec l'art de la vinification? Ou est-ce que c'est plutôt étranger? Est-ce que vous avez à peu près les détails? J'y vais un peu plus dans l'explication. Ouais? Je peux passer un petit coup, je pense que ça peut être bien. Je ne vais parler que du rouge. Et ce sera avec plaisir qu'on pourra débattre après sur le blanc et toutes les techniques de vinification qu'il peut y avoir. Mais pour donner les grandes étapes du vin rouge, donc on a tout d'abord, majoritairement, ce qui se fait à Bordeaux, les raflages. C'est-à-dire qu'on va dépouiller finalement le raisin, les grappes, des rafles. C'est-à-dire des ramifications de cette partie verte et végétale. Finalement, on va l'enlever de ses bras. Ça va être une première opération du vin. Une deuxième opération, qui n'est pas obligatoire, mais qu'on peut faire, c'est le foulage. Le foulage va consister à fendre légèrement la baie, donc à percer un petit peu la peau des raisins pour faciliter les fermentations. Donc troisième étape, c'est la fameuse fermentation alcoolique. Toutes les baies sont mises directement dans des cuves inox, cuves bédon, il y a plusieurs types de comptes de vin. Et c'est le processus entre la part du marc, c'est ces fameuses baies, pellicules, les pépins, tout ce qui est solide, avec le jus, donc le rapport marc-jus, qui va opérer, donner la couleur du vin rouge, et les levures vont commencer à transformer le sucre en alcool. Donc c'est cette fameuse fermentation alcoolique. Ensuite, le marc, c'est cette partie solide, est séparée du jus. Il y a l'écoulage. Petit à petit, vous voyez qu'on dépouille en fait le raisin de toutes ses parties, de toute sa superficie, de ses peaux. On va donc ne prendre que le jus et presser, faire le pressurage du marc, pour n'avoir plus que du jus. Dans ce jus-là, va s'opérer une deuxième fermentation, qui est la fermentation malolactique. Donc là, ça va être le rôle de bactéries, des bactéries lactiques, qui vont transformer l'acide malique en acide lactique. On passe d'un diacide, deux fonctions acides, à un monoacide, une fonction acide. Donc on aura ce côté un peu plus lacté, un peu plus gros des vins rouges qui se fait souvent en barrique, pour le bon. Et finalement, la dernière étape, c'est la stabilisation et l'élevage en barrique, dans des amphores. Maintenant, il y a en bouteille. La mise en bouteille peut être aussi un type d'élevage. Voilà, il y a diverses et variées de méthodes d'élevage. Voilà pour le vin. Les deux vivent du coup une métamorphose, une transformation. Donc les deux finalement meurent un peu à eux-mêmes et ont une première naissance qui est plus ou moins similaire, qui est une naissance alchimique. Quand je dis une première naissance alchimique, ça veut dire que tout est là. Tout est latent, il y a un potentiel latent pour que tout puisse naître après.
Je vais commencer par vous expliquer l'alchimie en fait du raisin. Le bourgeon que vous voyez ici, donc en fait on dit bourgeon, mais le vrai terme ce serait de parler d'un œil. C'est ce petit triangle bombé qu'on voit, que l'on voit d'ailleurs aussi en ce moment, j'en reparlerai après. Et à l'intérieur de cet œil, il y a souvent 3 bourgeons, dont un principal et 2 secondaires. Donc le bourgeon, à l'intérieur, on voit qu'il y a déjà des formes qui sont ici. En fait, ce sont des premières ébauches de grappes, de feuilles, qui sont déjà présentes. Et l'orientation de ces grappes est déjà faite aussi avant même la naissance du bourgeon. Et dès que le bourgeon sort, donc dès que la lumière va réveiller le processus du bourgeon, le bourgeon va commencer à naître et à débourrer. Donc la bourre ou le petit coton qu'il y a par-dessus ces bourgeons va éclore. Et on ne parle pas de croissance, enfin on ne parle pas de création, pardon, mais on parle d'élongation et de division cellulaire. Il n'y a aucune création de cellules. Je disais que tout est là. Donc on a vraiment une croissance en longueur et en épaisseur. Pour rentrer un petit peu dans les détails de la vie. Donc ici, le bourgeon a été nourri par la terre, par les minéraux, réveillé par la lumière, et en fait on est vraiment en posture d'offrande. C'est-à-dire que ce n'est pas pareil, une fois la récolte arrivée, les vendanges atteintes, ce n'est pas pareil de vouloir prendre sa récolte que de vouloir la recevoir. Et on est là dans vraiment une alchimie du bourgeon où il va faire passer la lumière et on est vraiment la terre est en posture, donc cette posture que je disais d'offrande. Le parallèle peut se faire avec Narcisse où tout était là, mais il ne le sait pas. Il y a une parentalité, donc je vous disais une lymphe, l'Iriopée, qui est la nymphe de la beauté. Et le dieu fleuve, donc Céphise, c'est vraiment la symbolique, il va représenter l'ordre, l'harmonie et l'équilibre. Donc ces eaux qui vont représenter le courant. Quand on parle d'ordre et d'équilibre, ça va être finalement un petit peu notre jardin intérieur. Et en fait, le jardin est vraiment le reflet du cosmos, c'est-à-dire que toute chose a une place, et il y a une place pour toute chose. Donc on est vraiment dans cet équilibre harmonie. Sauf que, comme je vous disais, cette relation s'est faite d'une manière violente. Ce qui va laisser une fragilité et une cicatrice pour Narcisse. Donc Narcisse vient du grec narké, qui signifie sommeil en grand mot. Narcisse n'est pas encore conscient de ce qui lui est légué, c'est-à-dire cette quête du loup. Il est dans l'ignorance. Il n'a pas la conscience du legs psychique que lui ont laissé ses parents, qui va se faire par la souffrance, finalement. Donc c'est lorsqu'il s'éveillera, et qu'il éveillera sa conscience, qu'il se connaîtra. Tous deux, c'est par le réveil et par l'éclaircissement, donc le fait d'être éclairé par la lumière ou l'éveil de la conscience, que les deux vont se révéler à eux-mêmes. Et on passe d'une première naissance alchimique au danger qu'elle peut montrer. Parce qu'il faut avoir une certaine profondeur pour atteindre cette révélation. Sauf que on peut être vite amené à chercher, à être séduit par les amours et par les apparences. Et tous deux vont l'expérimenter ça, que ce soit le vin ou que ce soit Narcisse. Donc cette superficialité séduisante porte ses dangers. Donc c'est pour ça que je vous posais cette question au tout début. Est-ce que tout le monde connaît l'adjectif narcissique? Et en fait, c'est cette perversion du mythe. On a beaucoup perverti dans notre société des tendances, des mouvements, des mythes, et notamment le mythe de Narcisse, où c'est une personne imbue d'elle-même, qui s'aime à travers sa propre image, qui se regarde dans le miroir, qui a le culte de soi et de ses plaisirs personnels. Donc on a occulté complètement la partie profonde de Narcisse, qui est finalement d'accepter de mourir à soi pour être plus beau que ce qu'il n'était, plus subtil. Pourquoi on a refusé un petit peu tout ça et on est dans la perversion et finalement une sorte de maquillage en fait du mythe? C'est parce qu'on a peur, l'homme a peur, et il est motivé et bloqué par ses peurs, mais ce sont des peurs de mourir. Je le disais, mourir à soi. On essaye de se conserver un peu plus de nos jours, et on n'accepte plus de vieillir. Et en fait, le vin est aussi par rapport à ces images-là. On produit à notre image. On va essayer de faire des vins séduisants, des vins fruités, des vins dans l'instantané.
qui vont se déboucher facilement, avec des bouchons à vis, qui vont se boire rapidement. Et en fait, on va occulter toute partie unifiée et on ne va pas accepter certains processus naturels du vin. Pour vous donner un exemple, qui ne connaît pas le Beaujolais nouveau? Ce vin qui se vinifie en fait en septembre-octobre et qui sort en bouteille en novembre-décembre. Voilà. Souvent, le Beaujolais nouveau, on le sent, c'est pour les plus gourmets, c'est la banane. On sent ce goût directement fruité. Et en fait, le Beaujolais, sans apporter de critique, c'est un type de consommation. Le Beaujolais se fait par macération carbonique. Et beaucoup de Beaujolais, qui peuvent être bien construits, se font ainsi. La macération carbonique, ça va être un principe de vinifier en anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène. Donc plutôt que d'apporter une micro-oxygénation avec de l'oxygène qui peut être bonne pour le vin, on va bloquer ce processus, rajouter du CO2 et faire une fermentation intrapelliculaire. Donc tout va se passer dans la cuve, au chaud. Il y aura une réaction thermique qui va se faire. Cette macération-là, cette vinification-là, va apporter beaucoup de fruité dans le vin, beaucoup d'arômes secondaires rapidement, une coloration très intense aussi. Donc on aura un vin séduisant. Or, la fermentation en barrique, qui permet donc les fameux vins de garde, va permettre une micro-oxygénation du vin à travers la porosité finalement du bois. Cela peut se faire en barrique, cela peut se faire en Blanfort, qui a une certaine porosité aussi, en grès, etc. Mais cette micro-oxygénation va permettre en fait la stabilisation de la couleur, et non pas son intensité, l'évolution des arômes, et l'équilibre entre les tanins et les anthocyanes, donc là, ces fameuses couleurs. Donc finalement, on est sur des modes de consommation assez rapides, dans l'instantané, frais fruité, et on ne prend plus le temps de faire vieillir le vin. On n'en a peut-être plus les capacités aussi de stockage de vin et de cave. Donc cette séduction, il faut essayer de l'effacer petit à petit. Ce n'est pas la voie à chercher parce qu'il va plutôt chercher à rentrer en profondeur pour révéler ce qu'on est vraiment. Et c'est ce que font finalement à la fois le vin et Narcisse au cours de leur chemin. Cette profondeur, je le disais, elle n'est pas sans souffrance, elle est travaillée. Donc, qu'en est-il du vin? Le vin, la vigne plutôt, ce n'est pas naturellement ce que l'on voit autour de Bordeaux. Naturellement, c'est une liane. Donc la liane va chercher la lumière, va chercher à courir tant en partie aérienne qu'en partie terrestre, c'est-à-dire même ses racines vont rester en surface. C'est par le travail de l'homme, par la taille notamment, par aussi peut-être un léger labour, on fait beaucoup, qui va supprimer les racines en surface et obliger la vigne à aller en profondeur, par le fait d'être en concurrence aussi, de planter à côté, que la vigne va s'ancrer et va rentrer en profondeur. Cette technique, elle n'est pas naturelle, donc elle est faite par l'homme, mais elle est bonne parce qu'il faut créer un stress en fait pour la vigne. La vigne a besoin de ce stress pour faire ressortir les raisins que l'on connaît et les raisins qualitatifs. Le stress va développer en fait des antioxydants pour la vigne qui vont lui permettre de se protéger des maladies, des champignons, et va permettre aussi de développer les polyphénols. Donc c'est tout ce qui est le potentiel organoleptique et les aromatiques du vin, et surtout l'agar du vin, les tanins, etc. Donc il est nécessaire de tailler la vigne, mais il est nécessaire aussi de travailler le vin. Quand vous regardez ce schéma, en fait, c'est un schéma de dégustation. Là, on rentre dans les premiers sens de la dégustation. Et finalement, quand vous le retracez à l'inverse, c'est le chemin par lequel est sorti le raisin. C'est-à-dire que c'est vraiment la retranscription du raisin. On passe donc du côté minéral des racines pour passer par la sève, le côté végétal, puis le côté floral, les inflorescences se développent, et ensuite on a le raisin. En dégustation, on est tout l'inverse. On a le côté fruité, puis floral, puis végétal, puis minéral. Le minéral, on pourra en reparler, mais ce côté un peu plus, on pourra dire pierre, enfin le côté qui peut être aussi salé en bouche. Il y a plein d'adjectifs pour le définir.
Donc je vous inviterai à réfléchir un peu quand on dégustera plus tard. Pour Narcisse, donc c'est pareil, il a une profondeur travaillée. Il souffre en fait quand il vit cette reconnaissance à lui-même et cette mort petit à petit. C'est l'eau qui symbolise cette profondeur. On va rentrer dans les profondeurs, on est vraiment dans la perte de l'innocence et la perte de l'ignorance de Narcisse. Il se voit finalement à son image, le monde est à son image. Et quand les choses sont à notre image, mais finalement, toute notre action nous influence et est révélatrice de notre propre nature, de notre nature profonde. Il dit, et tout en pleurant, il fit tomber le haut de ses vêtements et frappa sa poitrine dénudée de ses mains marmoréennes. Les coups portés donnèrent à son torse une teinte rosée. Ainsi souvent, des fruits pâles d'un côté, rosissent de l'autre. Ainsi d'habitude, les grappes de raisin au ton changeant se colorient de pourpre déjà avant d'être mûres. Donc là, on est vraiment dans un parallèle en plus entre le raisin et Narcisse. Et on est sur cette souffrance et ce travail, cette poitrine rosée. Donc la transformation commence. Narcisse a une vision sur son cosmos, ce fameux jardin intérieur, qui n'est pas cette cosmétique, ce maquillage qu'on a l'habitude d'entendre. Cette profondeur, finalement, quand on va petit à petit y accéder, ça veut dire aussi savoir se dépouiller un petit peu de ses peaux mortes, de ce que l'on était avant. Donc on va rentrer dans le cœur. Ce qui va permettre une seconde naissance révélée. Donc, je parlais de l'eau pour Narcisse, et finalement l'eau symbolise donc la profondeur, mais c'est aussi le courageux, le héros. Il faut se mouiller, c'est cette fameuse expression donc, de l'engagement en fait du héros. Donc Narcisse se confronte à cet objet, à cette image de lui-même. Il dit, couché par terre, il contemple deux astres, ses propres yeux. Astre en grec, ça vient de Esther, qui veut dire le mot être, donc qui commence à être. Narcisse, c'est vraiment donc le monde à son image, et il va dire l'objet de mon désir est en moi. Donc on revoit la première naissance alchimique. Ma richesse est aussi mon manque. Il ne peut plus faire demi-tour. Il est vraiment responsable de ce qu'il voit. Et ça, on le voit un petit peu aussi dans le mythe d'Adam et Ève, qui croquent le fruit de la connaissance. Et ils ne peuvent plus retourner en arrière. Ils rentrent dans le labeur, le travail. Donc en fait, finalement, Adam et Ève sont certes en souffrance, mais ils renaissent. Ils naissent de nouveau à eux-mêmes. Et ils deviennent libres en fait en naissant. Et la liberté, c'est vraiment obéir à ce que je dois être. C'est-à-dire que dans un cadre, on se doit d'être notre vraie nature profonde. C'est pas vrai. Donc Narcisse, pour finir le mythe, cette image-là, pour vous donner une référence, c'est Dali en fait qui l'a peinte. Et j'aimais bien le parallèle entre la première naissance, un peu plus rougeoyante donc dans les enfers, avec la seconde naissance révélée, qui est un peu plus dans les profondeurs, dans la lumière. Voilà, elle me faisait penser à ça. Et donc Narcisse, c'est cette fleur. Il devient cette fleur sublime, donc la Narcisse. Cette fleur, c'est un bulbe. Elle représente vraiment la renaissance et la mort. Donc c'est une fleur humaine qui va naître et renaître. Ce bulbe-là, cette Narcisse, on la voit aussi dans le mythe de Déméter. Déméter, donc, qui est la mère de Perséphone, qui est le mythe des 4 saisons. Perséphone va en fait cueillir la fleur Narcisse avant d'être enlevée, kidnappée par Hadès, le dieu des enfers. Donc elle est vraiment source de naissance, de fécondité et de mort, de passage. Donc Narcisse, c'est se relier à l'amour. Il dit, pour vous redire la phrase que j'avais dite au tout début, « Cet être que j'aime, je voudrais qu'il ait vécu plus longtemps, maintenant unis à deux par le cœur, nous mourrons d'un seul souffle. » Donc là, on est vraiment dans la quête de l'amour aussi. Et amor, dans le vieux français, l'amour, se disait amor. Donc ce A privatif est mort. Donc je l'ai décortiqué. Le M,
c'est la lettre mem, qui est devenue mu en grec, puis m en latin. En hébreu, mem, cela veut dire les os. Donc en fait, c'est perdre les os. Dans le sens perdre les os, la femme accouche. Donc on est dans la fécondité, la renaissance. Et donc c'est essayer d'accoucher de or, donc ce qui reste. Or pourrait, donc O-R-T, et en le disant, on pourrait faire référence aux éléments. O pour l'eau, R pour l'air, et T pour la terre. Donc finalement, c'est se dépouiller, donc A privatif, de l'accouchement de ces trois éléments. Il en reste un quatrième, le feu. Donc finalement, on est sur un dépouillement de tous ces éléments pour ne faire vibrer et enflammer que la flamme qui reste en nous, le feu. Pour vous lire une dernière phrase, donc il y a dans le texte de Narcisse, « Il revint vers la même image, troublant l'eau de ses larmes, il se dissout peu à peu et devient la proie d'un feu caché. » Donc la mort, c'est vraiment la dissolution des éléments pour ne faire vibrer plus que cette flamme. On a un même parallèle avec le vin. Donc tout l'art de la vinification, on pourrait en faire un lien, une analogie entre la cuve. Et pour vous témoigner un petit peu de déchets, pour l'avoir vécu, c'est un milieu assez humide, froid, où on voit très peu la lumière, parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit trop exposé à la lumière. Donc on est vraiment dans une cuve qui pourrait représenter un peu le tombeau, le cimetière en fait du vin. Et finalement, le vin, quand il sort, et quand il est mis en bouteille et qu'il sort de son contenant, pourrait être sa résurrection, ce vin lumineux. Et c'est pas anodin si dans les religions, je dirais, notamment celle du Christ, on associe le vin à la religion chrétienne. Dans les tombes étrusques aussi, on est des parts de vin, donc le vin permettait d'aller dans l'au-delà pour atteindre l'ivresse. Donc c'est vraiment un élément lumineux et complexe, subtil finalement. C'est une source de création subtile. Je ne sais pas si vous connaissez ce poème, je vous invite à le lire en entier, mais j'aime beaucoup L'âne du vin de Baudelaire. Et il y a une strophe qui le dit très bien, qui dit « Car j'éprouve », donc en parlant du vin, « Car j'éprouve une joie immense quand je tombe dans le gosier d'un homme usé par ses travaux, et sa chaude poitrine est une douce tombe où je me plais bien mieux que dans les froids caveaux. » Bah, tout est dit. Donc voilà, on a vraiment ce parallèle avec le vin. Et je vous parlais du feu. Le feu, quand vous buvez le vin, est-ce que vous n'avez pas quand même cette sensation de brûlure? On pourrait parler de l'attaque alcoolique, mais la vraie harmonie du vin, c'est de chercher un équilibre entre alcool et acidité. Et en fait, si on a un vin bien travaillé, on aura la sensation un peu brûlante et de l'alcool qu'à la fin, au fond de la jauge. Ce feu-là, on pourrait en débattre, on en parler aussi prochainement, n'existe plus dans les fameux vins, notre fameuse nouvelle consommation, des vins sans alcool, des no-low. On appelle donc les vins en dessous de 8 degrés, donc à bas degré d'alcool. Donc finalement, en fait, les vins sans alcool sont complètement dépouillés de ce feu, et ils vivent de distillation, mais il ne faut surtout pas faire le parallèle avec deux naissances, la naissance alchimique et la naissance révélée, parce qu'en fait, on les dépouille totalement de l'alcool et de ses aromatiques dans une première distillation, et en fait, on va refaire un nouvel ajout, un nouveau processus où on va rajouter la superficialité séduisante, fruitée, c'est-à-dire les arômes. On pourra en débattre prochainement par la dégustation. Donc on arrive au feu, on arrive à cette naissance, cette transformation qui est complétée. Sauf qu'elle ne s'est pas faite toute seule. Pour ce faire, il faut passer par la voie initiatique. Cette voie initiatique, les deux le vivent également. Et pour parler d'abord de Narcisse, donc je vous ai raconté un petit peu le mythe pour rentrer un petit peu plus en détail dans la symbolique de tout ce qu'il rencontre sur son chemin. Narcisse va chasser 3 utopies. La première, c'est le cerf, la fameuse chasse du cerf. Ce cerf-là est vraiment la représentation en fait du cycle de la vie, de la fécondité avec ses cornes, ses bois, qui vont tomber. Donc c'est vraiment ce côté de naissance et de mort, de régénération.
Le cerf, on le voit aussi dans Harry Potter. C'est le totem de Harry Potter quand il dit expecto patronum. Donc en fait, ça montre la vraie nature du sorcier, la nature profonde. Si on parle en langage des oiseaux, le cerf pourrait s'écrire comme ceci. Cerf avec le F, mais c'est servir le feu. On va voilà, chercher un peu plus, aller dans la nature profonde du cerf. Il a été utilisé aussi au Moyen-Âge, enfin, ça a été vraiment. Une peau de cerf est mise sur les femmes enceintes pour faciliter l'accouchement, donc il y a vraiment cette idée de cycle de vie et d'autodégénération. Cette quête du beau, il s'y perd un petit peu, et dans cette chasse, cette course à la beauté, il rencontre cette fameuse écho. Écho, donc c'est, comme je vous disais, la parole explicative, la résonance. Et face à un miroir, quand écho ne donne pas d'image et ne renvoie qu'un son, donc un son invisible, Narcisse, lui, renvoie une image, mais ne renvoie pas de son. Il ne répond pas à ses attentes. Et lorsqu'elle veut l'enlacer, Narcisse va dire que je meurs avant que d'être à toi. Donc plutôt mourir, plutôt que d'être possédé par cet amour. Il rejette l'amour possessif. Il va rejeter un deuxième amour, qui est cet fameux amour exclusif. Pourquoi exclusif? C'est par cet homme, donc Aménias. Aménias qui veut dire le meilleur. Et en fait, Narcisse va provoquer Aménias dans la quête amoureuse en lui donnant une épée. Aménias, plutôt que de tuer Narcisse, va se tuer lui-même. Il va préférer en fait que Narcisse ne tombe pas amoureux de son propre reflet. C'était la fameuse prédiction qu'il disait. Donc finalement, tous deux, Narcisse s'est dépouillé et a mis de côté ces deux amours et pendant cette quête du beau pour finalement se révéler à lui-même, qui est de révéler sa vraie beauté intérieure. Pour le vin, on parle d'initiation aussi pour le vin. Cette initiation, elle se passe pendant toute la naissance et la création du bourgeon, dont vous me parlez tout à l'heure. Ça s'appelle l'initiation florale. Si vous êtes un petit peu observateur dans les villes, on a déjà des bourgeons qui sont créés pour l'année prochaine. Quand vous regardez en face des grappes, donc au niveau des feuilles, à la base des feuilles, il y a déjà les petits bourgeons qui sont en train de se créer pour éclore au débourrement, c'est-à-dire en mars de l'année prochaine. Donc finalement, en termes de période, on a une initiation florale qui se sépare en deux étapes. La première étape, donc, c'est l'induction, qui se fait au niveau de la floraison de la vigne, donc à peu près, je dirais, mai-juin. Ça dépend des périodes, mais c'est des millésimes. Et c'est à peu près à cette période-là. Hein, voilà. Donc en mai-juin, on a cette induction florale où il y a des primordiats, des ébauches de feuilles, d'inflorescence et donc de futures grappes qui se créent. Cette période-là est arrêtée par au niveau de la maturation des raisins, c'est-à-dire en courant août, mi-août, voire fin août, et pendant toute la période des vendanges. Il y a une période qui se fait de dormance pendant l'hiver. Quand je dis hiver, cela se termine vers février, début mars, juste avant le débourrement en fait, qui se passe en mars. Cette période-là, elle est stoppée en fait naturellement par une hormone qui s'appelle la gibéréline et qui est présente dans les pépins. Je vous dis ça parce que j'y reviendrai, c'est assez important pour comprendre un petit peu l'harmonie du raisin. Cette période, au moment juste un peu avant du débourrement, cette donc initiation florale se continue. On enlève ça, l'initiation. Elle se continue par la différenciation. Donc la différenciation se fait en 15 jours, une quinzaine de jours. Et c'est là où l'orientation des organes va se faire. C'est-à-dire qu'il y a un bourgeon terminal, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle l'apex, qui grandit, en fait, qui fait que la liane, la vigne croît en végétation. Et cet apex-là va, à l'intérieur du bourgeon, commencer à orienter feuille, inflorescence, ce parallèle entre les organes de la vigne. Donc cette période-là se fait fin mars, février-mars. Juste avant de sortir. La gibéréline, donc elle est importante. Je vous disais qu'elle est dans les pépins. Elle inhibe le processus d'induction florale. Donc elle va arrêter la croissance du bourgeon, la formation des organes.
plus il y a de raisins, plus il y aura de gibberelline, et donc plus le processus va rapidement s'arrêter. C'est pour ça que c'est très important en fait d'avoir une quantité de raisins homogène et en respect de ce que le pied peut supporter. Parce que derrière, sinon, ça va impacter finalement la prochaine floraison, la prochaine récolte, etc. Je vous dis ça parce que finalement, en fait, la vigne, même au sein même de son pied, de son sel de vigne, doit respecter une certaine harmonie et doit être en collaboration, en coopération, pardon, puis c'est bon, avec le collectif. Et on ne peut pas produire non plus, enfin, on ne fera pas des vignes de 80 ans, 100 ans si, pour parler vulgairement, on fait pisser la vigne, comme on dit. Donc ce besoin d'harmonie, au sens du collectif, c'est la transmutation. Et c'est là où je veux vous faire venir, c'est-à-dire qu'au-delà de la transformation, c'est-à-dire changer de forme, mais donc c'est une métamorphose, méta en grec qui veut dire après, et morphé qui veut dire forme. Au-delà d'un changement de forme, c'est une vraie transmutation, donc un changement de substance auquel il faudrait qu'on opère. Tout ce changement de substance, c'est-à-dire ce changement atomique, si on retranscrit à notre échelle d'humain, d'homme, on est plutôt sur un changement de rayonnement de l'âme. C'est-à-dire que pendant la transformation, on va rayonner, devenir encore plus qui l'on est. Et pendant la transmutation, ça va être au niveau invisible, au niveau atomique, autre, vibratoire, que cela va se passer. La transmutation, je la définirais donc par se vaincre soi-même pour vivre ensemble. C'est-à-dire mettre un peu de côté ses objectifs individuels, son ego, pour l'objectif commun. Et ça, c'est exactement la définition de la coopération. À l'inverse, on est beaucoup nous dans la collaboration, c'est-à-dire accomplir ses objectifs individuels et la somme de chaque objectif individuel fait un objectif commun. En fait, il y a une sorte de compétition cachée, déguisée, sans le dire. Pour atteindre ça, c'est vraiment la posture qu'on va chercher. La transmutation, c'est en fait, pour parler de manière très concrète, vivre avec son environnement. C'est pas se dire, d'accord, mes actions, quels sont l'impact de mes actions sur l'environnement? Mais c'est plutôt de se dire l'inverse, quel est l'impact de l'environnement sur mes actions? Comment je peux cohabiter avec mon environnement? C'est Olivier Hamon, je vous invite à écouter cette interview. Qui le connaissent, qui le découvrent, c'est sur Thinkerview, on pourra en reparler. Et c'est un interview qui parle de la robustesse. En fait, finalement, mettre de côté ses objectifs individuels, ça va être accepter des petites contre-performances. Chercher à faire des liens sans que ça puisse être efficace, productif, au sein d'une société, d'une entreprise, pour aller vers la robustesse du groupe. Ça va vraiment être ça. Et je vous conseille aussi un livre qui a été un petit peu ma Bible pendant quelques années. C'est La révolution d'un brin de paille de Fukuoka, un japonais, laborantin, biologiste et agriculteur, qui parle d'agriculture sauvage naturelle, large notamment, et qui lui va vraiment être dans le non-agir. Mais dans le non-agir, cela ne veut pas dire ne pas agir, mais ne pas agir inutilement. C'est-à-dire essayer de se faire guider par la nature, d'écouter, d'observer et d'être accompagné par toutes les réponses que la nature peut nous donner. Je vous disais, tout est en nous, mais tout est dans la nature aussi. Et donc, il faut vraiment avoir cette coopération. La transmutation, elle ne vient certainement pas toute seule, mais ce sont des étapes à additionner. C'est vraiment du « et », tout ça. Donc, il faut passer par l'affirmation, la transformation pour accéder à la transmutation. L'affirmation, c'est un peu ce que je vous disais, c'est la distinction, c'est le rayonnement. Je rayonne, l'affirmation. C'est la distinction j'aime, j'aime pas. C'est un peu une relation à soi, une relation personnelle. C'est finalement, en fait, renoncer au confort, c'est-à-dire essayer d'accéder au dépassement, essayer plutôt d'accepter ses finalités supérieures en toute conscience. Ensuite, la transformation, c'est à rayonner encore plus, devenir qui on est.
Donc là, la transformation, ça va être la distinction entre le vrai et du faux, c'est-à-dire savoir connaître, mais faire confiance en fait aux autres, faire confiance aux experts aussi, comprendre les autres, et c'est vraiment une relation à autrui, une relation philosophique. Donc on est plus dans le savoir, la connaissance, faire des liens, faire des synthèses, créer des synthèses. Donc là, vraiment, le danger, ça va être le doute. Le doute, c'est-à-dire avoir la peur d'assumer ses prises de conscience, la peur de l'engagement. Et finalement, la transmutation, donc c'est l'âme qui rayonne, la distinction entre l'essentiel et le superflu. Là, on va être dans une relation un peu plus cosmique, un peu plus discipulaire, où on n'est finalement plus que canal. On se dépouille de toutes nos petites peaux mortes, on accepte de mourir à soi-même, et on va enlever tout jugement, tout filtre, toute interprétation qu'on pourrait ajouter sur des objets, des personnes. Donc voilà, ça va être vraiment cette essence qu'on recherche. Le frein à cette essence majoritaire, c'est bien la peur. La peur à quoi? Donc je le disais, à la mort. À la mort de ces petites natures que l'on était, de cet orgueil, de ces vices finalement, on pourrait dire. Et pour le vaincre et le dépasser, il faut passer par l'amour et par l'émerveillement. J'aime bien cette phrase de Marianne Williamson, qui a écrit un très beau texte, et elle commence ce texte comme ça. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. En fait, nous avons peur de notre propre lumière. Et c'est ça qu'il faut essayer de faire rejaillir et avoir confiance en ce que l'on peut dégager en notre potentiel latent. Merci pour cette conférence. Au revoir.